Bienvenue à tous dans ce calendrier de l'Avent 2025 du Basket Lab. Et cette année, pour attendre Noël, une saga Origine de Star où nous replongeons chaque jour dans le passé pour redécouvrir les profils de draft des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, 13e numéro, Luka Doncic. Et pour ce faire, une fois n'est pas coutume, nous replongeons dans plusieurs scouting reports. Le premier, vidéo scouting de Guillaume de Basket Info sur l'Eurobasket 2017 de Luka Doncic, puis un scouting report qui date de mars 2018 pendant la saison au Real Madrid par Jackson Hoy de The Stepien, et puis enfin, mini conclusion à la fois de Jackson Hoy et de Jay-Z Mazlich également de The Stepien, pile juste avant la draft 2018 en juin 2018. Origine de Star, Luka Doncic, c'est parti. D'abord donc, scouting report vidéo de Guillaume de Basket Info à l'époque, en sortie de l'Eurobasket 2017, gagné par la Slovénie de Goran Dragic et de Luka Doncic, qui a 18 ans à peine, 14 points, 8 rebonds et 3 assists de moyenne en 9 matchs. Première partie, jump shot. Plus de 60% de ses tirs furent des 3 points. 6,8 tentatives par match, presque 7 par match, seulement 31% de réussite néanmoins. Il est aussi à l'aise en réception de passe qu'en sortie de dribble. Les tirs en spot-up. Doncic possède une très belle mécanique de tir, rapide et compacte. Bon toucher de balle, bon équilibre, et même belle portée de tir aux distances NBA et plus encore. Doncic est déjà un splendide joueur de pick and roll. Il lit parfaitement les défenses et possède la créativité pour trouver la bonne solution, aussi à l'aise sur les pull-ups à mi-distance qu'à 3 points en sortie de ce pick and roll. Doncic a démontré être créatif et capable de se créer aussi son tir à l'occasion sur isolation. Step back notamment, très prometteur. Utilise de très bonnes feintes de corps. Cependant, Doncic a du mal à toujours se créer de l'espace pour son tir, même face à des intérieurs des mismatchs. Il manque d'explosivité et ne compense pas encore avec sa créativité. Quid face aux défenseurs plus grands et plus athlétiques de NBA. Également, Doncic n'essaye pas toujours de se créer de l'espace. Sur isolation, il se contente parfois de prendre le tir face aux défenseurs. Donc un plus faible pourcentage de réussite. Néanmoins, Doncic a montré être capable de rentrer fréquemment des tirs difficiles, du vrai shotmaking, notamment du fait de ses mécaniques de tir rapide. Une qualité de go-to-guy qui, en plus, compense son manque d'explosivité et de création d'espace, ce shotmaking. Son inefficacité, cependant, 31% à 3 points et à peine 40% au niveau du field goal, découle directement de ses mauvais choix de tir plutôt que de ses réelles capacités. Sa solution à quasiment toutes les situations est de prendre un long tir. Doncic est capable de les rentrer, mais il en fait un usage excessif. Partie 2, drive. Doncic s'est montré patient et créatif pour se frayer un chemin jusqu'au cercle. Bon usage de feinte et bon usage de ses appuis. Change de direction aisément. Une fois au panier, Doncic s'est montré agressif et enclin à attaquer les contacts. Il possède toutefois un défaut majeur, son manque d'explosivité. Sa créativité et son jeu en variation ne compensent pas encore totalement. Cela le handicape particulièrement sur pick and roll, son exercice favori est le plus utilisé. Même alors face à des intérieurs, des mismatchs, il lui manque de la vivacité pour créer un chemin vers l'arceau complètement. Doncic doit améliorer ses qualités intrinsèques, dribble, technique, etc., mais aussi ses choix. Il prend de mauvaises décisions sur pénétration, drive dans de mauvaises zones et ou n'est pas en bonne position pour finir à chaque fois. Il s'est par ailleurs montré également capable de scorer au panier sans ballon, en étant actif pour couper vers le cercle, en attaquant le rebond offensif et en jouant, par exemple, en contre-attaque. Troisième partie, passing. Doncic est un splendide joueur de pick and roll. Son timing, sa patience et sa science du jeu, c'est-à-dire anticipation des mouvements défensifs ou offensifs, est tout bonnement fantastique pour son âge. Et en plus de son intelligence et de son timing, Doncic est aussi un passeur très précis sur pick and roll, capable de trouver des angles très variés et très différents. Sa spéciale, d'ailleurs, est une passe laser à une main de l'autre bout du terrain pour trouver la seconde option du pick and roll, le corner opposé, la fameuse skip pass. C'est également un joueur on ne peut plus capable de créer du jeu sur drive and kick ou drive and dish, pénétrer et ressortir à 3 points ou pénétrer et délivrer une passe sous le panier à un dunker. Au niveau de son QI basket, Doncic est déjà très intelligent. Il comprend le jeu et se montre très altruiste. Il fait la passe que le jeu réclame
et le fluidifie. Doncic garde aussi la tête levée en contre-attaque et anticipe parfaitement les trajectoires des joueurs en mouvement, faisant de lui un très bon passeur de transition. Doncic a réalisé un Euro extrêmement propre en termes de passing, seulement 1,3 turnover par match en presque 30 minutes par match, ce qui est très peu. Quelques très rares mauvais choix par moment en tentant de réaliser la passe flashy, mais en quantité tout de même négligeable sur cet Euro. Son ratio assist-turnover est d'ailleurs de 2,7, un chiffre énorme. Quatrième partie, la défense. Doncic joue avec énergie et intelligemment sur isolation, en défense on-ball. Il n'a pas le potentiel athlétique pour être un défenseur d'élite, mais il est et il peut devenir un très solide défenseur NBA de par sa taille et sa science du jeu, ainsi que bonne vivacité. Sur pick and roll, il est déjà aussi capable de bien défendre cet exercice. Son footwork est largement perfectible, mais il est discipliné, il connaît les couvertures et il joue avec une bonne intensité. Malgré sa bonne volonté, cela dit, et son intelligence de jeu, Doncic manque encore de savoir-faire et d'expérience. Il est très bon par séquence, mais irrégulier. Ce n'est pas inquiétant pour autant, néanmoins, cela semble être majoritairement des erreurs logiques de jeunesse. Doncic a aussi néanmoins connu quelques problèmes de faute, certaines étant largement évitables et dues à son manque de rigueur ou d'expérience, tentant l'interception un peu trop souvent ou dans de mauvaises postures. Doncic démontre aussi toute son implication et sa bonne volonté, en termes de défense off-ball cette fois-ci, dans sa bonne protection du panier, et ou de ses retours aussi défensifs de qualité en contre-attaque. Doncic est déjà très mature et intelligent pour son âge sur cet aspect de défense collective. Il connaît et applique les principes d'une défense collective, les rotations, le positionnement côté faible, et ainsi de suite. Néanmoins, il commet encore régulièrement des erreurs par manque de discipline et ou d'expérience. Comme pour sa défense sur l'homme, il a du mal parfois à être constant sur la totalité d'un match. Rien d'inquiétant de nouveau, cependant, ce sont des erreurs de jeunesse tout à fait tangibles et corrigibles. Doncic est cependant un fantastique rebondeur pour un arrière. 8,2 rebonds par match sur cet Eurobasket, le 4e meilleur de tout l'Eurobasket 2017, toutes positions confondues. Il est agressif, il attaque souvent le rebond, il pose des bons box-out et même se bat dans le trafic. À présent, Scouting Report, non pas sur l'Eurobasket, mais sur la saison 2018 de Luka Doncic avec le Real Madrid, sa dernière. Nous sommes en mars 2018. Scouting Report de Jackson Hoy pour The Stepien. Les forces du profil. Niveau de jeu et production absolument inédit pour un joueur de son âge, un teenager, un joueur de moins de 20 ans, tout en jouant par ailleurs dans la meilleure ligue du monde en dehors de la NBA, la ligue espagnole. Il a été quasiment, sans aucun doute, on peut le dire, le meilleur joueur de l'Euroleague, mais aussi de la Ligue espagnole. Il a seulement fêté ses 19 ans en février dernier. Incroyable cocktail de puissance et d'équilibre pendant les drives, se rend sur la ligne des lancers francs très fréquemment. Plus de 8 tentatives, 8 lancers francs par 40 minutes ajustés pour rythme de jeu. C'est impossible de surestimer, de survendre à quel point est-ce que sa vision du jeu est excellente. Il voit le jeu non pas avec un temps d'avance, mais bien 2 temps d'avance et il est toujours capable de trouver l'homme ouvert. Vraiment impressionnant dans sa capacité de s'arrêter en sortie de dribble. Sa décélération l'aide grandement à créer de l'espace pour ses flotteurs et pour des tirs à mi-distance. Sa qualité de dribble s'est largement améliorée cette saison avec le Real Madrid. Ça lui permet de créer de l'espace pour ses tirs beaucoup plus facilement. Il possède un répertoire de crossover, step back, feinte en tout genre et ainsi de suite, très complet et varié pour l'aider à perturber son défenseur. Sur pick and roll démontre des instincts et un incroyable, encore ce mot, incroyable patience. Fait joujou avec les défenseurs le temps de créer ce qu'il veut créer et semble toujours arriver à faire la bonne action. Peut survivre en défense avec sa combinaison de puissance, anticipation, sens du placement et du positionnement et ses secrètement plutôt rapides appuis. Défenseur collectif, par ailleurs, plutôt au-dessus de la moyenne qui a seulement eu du mal face à des arrières explosifs. Excellent rebondeur pour sa position et pour son poste, fait des box-out et, de manière générale, se montre très physique et dur dans l'exercice. Il possède, cela dit, encore une grande marge d'erreur en termes de potentiel athlétique, avec notamment le contexte NBA favorable à ce développement, la NBA et les méthodes d'entraînement de NBA. Shooter de spot-up, de réception de passe,
plutôt bon, plutôt solide et qui peut d'ailleurs largement améliorer sa valeur avec du jeu off-ball. Avec donc ce jump shot, avec des cuts intelligents et instinctifs et avec son rebond offensif. Il a tenté par ailleurs un très grand nombre et très différent de 3 points à la fois en sortie de dribble ou en mouvement. Pour l'instant, l'efficacité n'est pas encore là. Le fait qu'il ait autant tenté, d'ailleurs, l'explique un peu, mais sa capacité à créer et à prendre ses tirs est le plus important. Faiblesse, à présent. Son 3 points n'a pas été en réussite cette saison, mettant seulement 31% de ses tirs depuis l'extérieur. Il prend énormément de tirs compliqués, ce qui inévitablement fait baisser ses pourcentages. Mais à quel point est-il valuable sans ce tir à 3 points ? Également, il n'a pas la vitesse d'appui bonne au point de pouvoir rester et coulisser face à des arrières plus petits. Il se fait avoir et mettre dans le vent en sortie de dribble par des postes 1 et poste 2. Sa défense collective, et notamment ses aides, sont parfois un peu particulières, s'aventurant parfois à aider alors qu'il n'y a pas besoin ou de très mauvaise manière, et d'autres fois, au contraire, ne venant pas faire la rotation alors qu'il y aurait besoin qu'il vienne la faire. Par ailleurs, sa courbe de progression et sa dynamique de progression semblent être très différente des jeunes joueurs, notamment de son âge, notamment parce qu'il a réussi à très haut niveau en étant à ce point aussi jeune. C'est en vérité inédit de voir un joueur de cet âge produire à ce point et dans une ligue de ce niveau. Autrement dit, quid de sa marge de progression restante, même s'il est jeune ? N'a-t-il pas déjà exploité une majeure partie de son potentiel, même s'il est déjà pourtant jeune ? En défense, il joue parfois en retard et en tentant de revenir dans l'action plutôt que d'être à temps et bien alerte. Il aura besoin, notamment en NBA, de jouer et de défendre sur ses rotations en réalisant de meilleures aides dans de meilleurs angles et un meilleur timing d'aide. Par ailleurs, Doncic a aussi beaucoup trop souvent laissé ses émotions prendre le dessus. Est-il capable d'encaisser la pression d'être un choix du top 3 ? Au niveau du panier et en tant que finisseur au cercle, rien de très spécial et rien d'incroyable. Il a un plutôt bon flotteur et il peut s'élever pour des dunks en transition avec un peu d'élan, mais il ne possède pas une explosivité pour être un finisseur d'élite dans le trafic en NBA. Doncic a, par ailleurs, eu besoin de jouer beaucoup et très souvent, que ce soit de longues saisons avec le Real Madrid dans plusieurs compétitions, mais aussi avec son équipe nationale. Les équipes devront donc être attentives par rapport à son bilan médical, son état de fatigue et sa condition physique. En conclusion, Doncic est un prospect réellement unique. Un initiateur principal d'attaque du haut de 6-8 qui est une menace extérieure au niveau du jump shot totalement légitime. Sa production faramineuse dans la ligue la plus dure en dehors de la NBA est réellement ce qui le fait sortir du lot relatif aux autres anciens prospects internationaux, y compris des prospects d'élite. Et il n'y a en réalité quasiment aucun vrai moyen de savoir si son jeu peut totalement se transposer en NBA, d'abord, puis enfin continuer à progresser. Ça marche dans les deux sens, d'ailleurs. Il peut soit, d'un côté, arriver et de suite être un joueur de calibre All-Star et même continuer à progresser, ou bien, de l'autre côté, arriver et emprunter plutôt le chemin de jeunes stars européennes comme Nikola Mirotic ou Ricky Rubio et échouer dans le développement de son jeu une fois en NBA. Cela étant dit, c'est un créateur de tir totalement élite avec un QI basket de calibre générationnel et qui a un niveau général de skills et techniques absolument bluffant pour un joueur de sa taille. La projection court terme en NBA semble être celui d'avoir énormément de valeur très vite et avec une amélioration de son physique et de ses qualités athlétiques et un 3 points qui pourrait augmenter et se stabiliser à un niveau beaucoup plus satisfaisant, Luka Doncic pourrait devenir un des tout meilleurs joueurs du monde. Troisième scouting report à présent, mini scouting report, non plus du mois de mars, mais juste avant la draft du même auteur, Jackson Hoy pour The Stepien, après que Doncic et le Real Madrid aient dominé leur fin de saison. Luka Doncic n'a plus rien à prouver. En se basant sur des modèles statistiques qui, en effet, seront toujours largement imparfaits, Doncic aurait peut-être déjà été un joueur du top 30 de NBA l'an passé, au moins sur la stat du BPM, du Box Plus Minus. C'est d'ailleurs impossible de ne pas surutiliser éloges et hyperboles en tout genre lorsqu'on décrit son jeu, mais il n'y a en réalité jamais
eu un prospect comme lui. Des vrais initiateurs d'attaque qui font au moins 6-8 de taille, capables de shooter à 3 points en sortie de dribble, ça n'existe pas. LeBron James, qui en effet était un athlète bien supérieur à Doncic, et Larry Bird sont les deux seuls exemples qui viennent en tête de prospects de ce niveau et ce profil à cet âge-là. Et je dis ceci non pas pour comparer Doncic directement à ces légendes, mais plutôt pour contextualiser et se rendre compte du calibre de prospect auquel nous avons droit actuellement et à son niveau de jeu à son âge. Certains doutes sur son jeu sont totalement légitimes, comme par exemple son manque d'accélération, son manque d'explosivité, voire même de sa condition physique. Ce n'est pas un prospect parfait, mais Doncic, paradoxalement, ne jouit absolument pas de la même indulgence dont on fait preuve à l'égard d'autres prospects de cette classe de draft. Probablement, peut-être, parce que c'est un prospect international. DeAndre Ayton est, par exemple, relativement régulièrement comparé à des Hall of Famers, mais pourtant certains semblent choqués lorsqu'on compare Doncic à même un joueur comme Gordon Hayward. Entre son skill set absolument fabuleux, son QI basket d'élite et sa taille, Doncic peut être un des meilleurs créateurs principaux de NBA et même un two-way player du fait de sa puissance, son attention et ses mains en défense. C'est totalement le moule de joueur qui devient le meilleur joueur dans une équipe championne. Doncic a en effet plein de progrès à faire avant de pouvoir devenir the guy sur justement une équipe championne, mais de tous les prospects de cette classe de draft 2018, je pense que c'est lui qui a le plus de chances de devenir ce type de joueur. Rapide conclusion désormais de Jay-Z Maslich, également auteur pour The Stepien, dans un article qui datant pile de la draft 2018 à cette époque. La fin d'article et le paragraphe s'appelle « The Elephant in the Room ». La dissonance entre, d'un côté, les gens qui pensent que Luka Doncic est le meilleur prospect de très loin de cette classe de draft, et de l'autre côté, ceux qui pensent qu'il pourrait descendre et tomber jusqu'à la 4e place de cette draft, est assez amusante. Par moments même, vu cet écart, il m'arrive de douter et de m'inquiéter. A-t-on peut-être potentiellement surévalué Luka Doncic ? En effet, il est très lent et son pourcentage à 3 points est assez bas. Mais tout de même, c'est un meneur de 6-8 de taille qui peut shooter avec un très haut volume en sortie de dribble. Ses accomplissements et sa production sont en effet incroyablement impressionnants, mais tout de même, je pense que ses forces et ses outils sont presque finis par devenir un peu sous-estimés par moments. Un passeur absolument magique de 6-8 avec un step back à 3 points aussi fluide, ça n'existe tout simplement pas. Je serais très surpris s'il n'est pas un borderline All-Star et je pense qu'il a une réelle chance d'être un futur candidat MVP. Alors, vous le savez à présent, quelques commentaires de notre part avec notre point de vue 2025. On sait comment ça s'est passé. Luka Doncic est en effet une star, quoique pas pour tout le monde, hein. Apparemment, certains disent encore que Dallas a bien fait d'échanger Luka Doncic. Mais non, alors, blague à part, même si certains le disent quand même au premier degré, et c'est inquiétant. Mais non, mais pour le coup, on est quand même sur un cas qui peut paraître facile, et peut paraître évident, et donc pas très drôle à commenter. Mais vous voyez que, en fait, c'est quand même un peu plus complexe, tout de même pas, mais un peu plus intéressant qu'on aurait pu prévoir. Il y a quelques évolutions par rapport à avant, le drive notamment, peut-être ça vous surprend un peu d'entendre ça. D'ailleurs, au niveau de la forme, d'abord, c'est vrai que, bon, on est sur, malheureusement, j'en ai déjà parlé, mais Draft Express, le site sur lequel on va piocher tous nos articles, s'est arrêté en 2017 parce que Givony, le grand chef, et Mike Schmitz sont partis à ESPN. Et en effet, Mike Schmitz, par exemple, il a fait une vidéo sur Luka Doncic à la mode Draft Express, mais pour ESPN. Voilà, donc ça existe, mais c'est vrai que article, c'était fini. Notamment de Givony, on n'a plus les articles très romancés, etc. Vraiment un vrai texte, quoi, pas juste une liste de qualités et défauts. Donc ça on n'a plus en 2018 pour la draft. The Stepien qui a pris le relais directement après, un site amateur mais qui désormais sont tous dans des front office. Très bon site, hein, mais ils n'avaient pas ce format-là. Et puis ils écrivent un peu
un peu sur tout. Soit c'était des articles très profonds sur un sujet en particulier, mais finalement il y a pas ce truc de tiens, il faut qu'on fasse un article pour chaque prospect, comme un peu Draft Express à l'époque. Et c'est vrai que c'était plutôt aussi donc cette fameuse liste un peu de pour et de contre, de force et de faiblesse. Donc voilà, j'ai dû un peu bricoler pour trouver un peu j'ai pas eu un article à lire, c'était peut-être moins agréable, je m'excuse pour ça. D'ailleurs, moi-même, cette saison 2018, en fait, j'ai fait que la vidéo. J'ai les articles, celui que j'ai fait sur Tatum en 17, Markel Fultz 2017, Joel Embiid en 2014, etc. Mais moi, j'ai arrêté pour le coup, donc j'avais fait les vidéos à l'époque sur l'Eurobasket, mais j'ai pas fait un joli article bien formulé. Donc voilà, j'ai dû un peu piocher partout, mais au passage, pour moi, c'est aussi pour ça que Draft Express était à ce point fabuleux, parce que c'était pas juste le simple, liste de forces et faiblesses. C'était pas juste, on fait des tirés, on fait alors, il sait faire ça, il sait pas faire ça, il est moyen sur ça. Ça m'a toujours un peu rebuté. Alors que vous avez bien vu, quand on se plonge dans un article de Draft Express bien écrit, c'est un vrai texte, quoi. C'est un truc qui se suffit un peu en soi, et c'est pas juste énumération un peu classique et basique qu'on trouve sur tous les sites de bon, pas bon, etc., quoi. Donc ça, mais voilà, moi c'est aussi pour ça que j'ai un amour un peu particulier pour Draft Express et ce format que j'ai ensuite moi-même essayé un peu de répliquer, et je vous avoue que ça me titille un peu de le refaire, hein. Quand je vois, voilà, je prends beaucoup de plaisir dans cette série, je me dis il faudrait peut-être que je recommence à écrire des trucs comme ça aussi. Mais bon, j'ai pas de site et personne veut de moi sur le paysage français NBA pour me publier, donc pour l'instant on va rester comme ça. Bref, donc comme dit, plusieurs petit scouting report. Moi, j'ai lu, grosso modo, les diaporamas de ma vidéo, hein, donc c'est pas un vrai texte. Et puis, donc ça, c'est l'Eurobasket. Donc, contexte un peu particulier, je sais pas, mais en soi, c'est une photographie du mois de septembre 2017. Pas moi, hein, du mois de septembre 2017, à l'époque. Puis, un autre pendant et courant 2018 avec le Real Madrid, c'était un peu le principal, donc The Stepien avec pas mal de forces et faiblesses, et puis de petites conclusions. Mais c'est vrai que c'est aussi marrant là-dessus, parce que, bon, si vous avez connu, vous le savez, mais peut-être pour les plus jeunes, il y avait ce côté où en fait Doncic, il faut bien savoir que c'est le phénomène annoncé depuis longtemps, très longtemps en vérité. Et qu'on a souvent eu des prodiges européens. Voilà. Le plus gros étant peut-être avant ça Ricky Rubio. Rubio en autour de 2008, 2009, alors il se fait drafter en 2009, mais il est connu depuis 2 ans ou 3 ans avant. Nico d'ailleurs Steelballin, que vous connaissez sur le podcast très bien, qui fait les Pourquoi j'avais tort avec moi, restez branchés d'ailleurs là-dessus. Il a beaucoup écrit là-dessus sur Rubio à l'époque, et il y avait un côté où c'est un peu le talent qui a un peu déçu en un sens, parce que Rubio à l'époque de Barcelone, c'était, non pas avant Barcelone justement, le petit club qu'il a fait avant, je sais plus, c'était le talent à l'état pur, le génie et tout, et il arrive à Barcelone et il y a un côté où le talent est un peu bridé déjà à Barcelone, donc il y a même pas la première explosion le premier step de club un peu plus petit en Espagne, d'un coup Barcelone, ça s'était pas totalement fait, et encore plus en NBA. Et voilà, Rubio, c'est un peu tout de même, quoi. C'était un méga prospect. Il y en a eu un par la suite, hein, je pense notamment à Darius Saric, qui a été pendant longtemps un peu aussi un phénomène connu, et ainsi de suite. Alors, Mirotic peut-être aussi. Ça a toujours un peu existé. Cela dit, l'ampleur du phénomène Doncic, pour moi, était supplanté quasiment tout, sauf peut-être la méga hype Rubio. Et même ça, je pense que Doncic était au-dessus. On le connaît depuis qu'il est très très jeune, Doncic. Et je crois qu'il fait ses premiers pas au Real Madrid. On doit être en 2015, 2016, je sais plus, mais il a 15 ans, 15-16 ans, parce qu'il est de 99, hein, donc c'est facile à calculer. Mais je crois qu'il voilà, il est extrêmement jeune quand il fait ses vrais débuts. Alors il fait 2-3 saisons avant d'avoir du vrai temps de jeu, hein, pour le coup. Mais c'est un mec qui commence pro très très tôt. Et en fait, on voit que lui, autant Rubio, il n'a pas passé le step de petit club à Barcelone, et c'était un peu plus décevant. L'article de Nico, je crois qu'à l'époque, c'était Ricky Rubio a perdu son innocence. Donc, bref. Et Doncic, lui, non. Lui, il passe ce step du Real Madrid parfaitement. Donc, déjà, il y avait je crois que c'est l'Euroleague, pas Eurobasket, Euroleague justement, 2017. Donc là, il a 17 ans ou 18, il a fêté ses 18, pardon. Donc 2017, un an avant sa draft, déjà il fait des trucs avec Madrid en fin de saison. Il y a l'été, puis l'Eurobasket, septembre 2017. Voilà, ça c'est encore un nouveau step où on se dit, ah ouais, mais en fait il y a un gamin de 18 ans là, qui, alors certes, il y a Goran Dragic qui est un peu le good guy de cette équipe, mais Doncic, il est quand même, c'est fou quoi, il est quand même complètement dingue. Donc voilà, on passait un peu les étapes petit à petit, et donc après l'Eurobasket, qui était déjà d'une certaine ampleur, pour renforcer un peu la cote et le niveau de jeu et les progrès, il y a l'étape d'après qui est le Real Madrid 2018, où là c'est pareil, il fait une saison qui est géniale. Donc Jackson Hoy, au passage, c'est les mêmes Jackson Hoy, hein, dont on avait parlé, qui avait découvert un peu Ja Morant en petite fac, qui donc depuis bosse à Memphis, directeur de scouting à Memphis. Et quand Jackson Hoy écrit sur lui en mars 2018,
voilà, il fait un portrait, force, faiblesse, etc. Mais j'ai voulu rajouter un peu les trucs de fin de saison, à la fois de Jay-Z Maslich et de Jackson Hoyle, leurs 2 paragraphes un peu de fin d'année, juste au moment de la draft, parce que il y a ensuite la fin de saison 2018 au Real, où en fait il a continué de tout écraser, de gagner l'Euroleague ou ce genre de trucs. Alors je suis pas expert en Europe, hein, pardon, mais en fait il a tout gagné quasiment, et c'est la folie. Et d'ailleurs je peux vous dire un peu, alors les stats vont peut-être pas être parlantes pour vous, mais et même pour moi non plus, je veux dire, c'est pas nos standards de NBA, mais Madrid, il a plus de 25 minutes par match au niveau de 2018. On est à 16 points, pardon, au niveau de la Ligue espagnole, non, de l'Euroleague, pardon. 16 points en Euroleague, 13 points en Espagne. Donc, c'est des petits totaux pour les standards NBA, évidemment. Mais c'était déjà la star de Madrid, quoi, grosso modo. Alors, il y en a d'autres, il y a toujours des stars à Madrid, mais c'était déjà un joueur majeur, voire même déjà le meilleur joueur, hein, je pense. On peut dire, alors Madrid 2018, il y a qui? Tiens, regardons, qui est-ce qu'on a? Anthony Randolph, d'ailleurs son compatriote slovène, Anthony Randolph, qui a joué avec la Slovénie. Jason Randle, peut-être ça vous parlera pour certains. Fabien Kozer, Campazzo est par là. Gustavo Ayun, effectivement, est aussi par là. Enfin bref, donc Doncic, star. Et le truc, c'est que, j'ai voulu aussi inclure la fin, le passage de Jay-Z Maslich, qui est un mec que je crois qu'il est pas en NBA lui pour le coup, mais que j'aimais bien sur le The Stepien, un de mes préférés aussi, qui disait, mais en fait on en arrive à se dire, la dissonance entre finalement d'un côté certains qui disent, mais non, mais c'est de manière évidente le meilleur prospect, et les autres, hein, l'autre camp qui était en mode, ah non, il y a des doutes, et en plus non, Ayton il va être dominant, etc. En fait cette dissonance était telle qu'au bout d'un moment tu finis par devenir presque parano, et il dit mais en fait on en est à s'inquiéter, mais est-ce qu'on n'est pas en train de le surestimer, est-ce qu'on n'est pas totalement dans le faux, parce que tu vois qu'il y a un camp d'en face qui n'est pas d'accord, alors que c'est pourtant une évidence claire et nette, quoi. Donc en fait presque le camp ce camp-ci finalement, et paradoxalement, c'est eux qui se remettent en question et de dire mais en fait est-ce qu'on est dans le faux, quoi, parce que nous ça nous paraît être tellement trivial que pourquoi des gens sont pas d'accord. C'est peut-être que nous, en fait, c'est pas si trivial que ça. C'est peut-être que nous... Enfin bref, mais c'était marrant. Moi je le répète souvent sur le Basket Lab, hein. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé de Doncic pour le coup. Moi, je répète que j'étais un peu de ce camp-là, un peu comme les mecs de The Stepien. Moi, je l'avais couvert. En 2018, j'avais fait 20 scouting reports vidéo, d'ailleurs, de cette draft, encore disponible, hein, si vous voulez voir à quoi ressemblait Looney Walker ou Troy Brown Jr. ou des mecs comme ça sur la chaîne NBA Einstein. Mais non, mais en fait, il y avait un côté où Doncic était le meilleur prospect, de loin, de très très loin, avec finalement assez peu de doutes, en tout cas pour moi. Le deuxième étant aussi Jaren Jackson. Il est encore, pour moi, de loin. Je sais que la majorité aussi des gens sur The Stepien, c'était aussi un peu le cas, que Jaren Jackson était le deuxième meilleur prospect. Les deux sont partis quasiment 4e et 5e. Alors, je dis quasiment parce que, en vrai, Doncic est 3e pick, mais c'est le pick des Hawks. Et sauf que les Hawks, ils préfèrent Trae Young. Donc, techniquement, en fait, Doncic, ça n'a pas été le 3e joueur qui est parti sur le board ou préféré, on va dire, hein. Je pense que les Hawks qui avaient le pick numéro 3, ils ont préféré Trae Young. Donc, techniquement, Doncic se fait drafter avant. Mais si vous voulez, voilà, même les Hawks préféraient Trae Young. Bref, donc on a les deux meilleurs prospects qui se font drafter entre guillemets 4 et 5 dans l'esprit. Et non, en fait, moi, voilà, pour faire un peu le débat, j'ai aussi très longtemps et beaucoup écrit sur Ayton. Le profil était quand même assez clair, et je pense que le fantasme et je dis pas ça a posteriori, hein, vous pouvez aller vérifier par des articles que j'avais mis ou les vidéos que j'avais faites, mais il y avait quand même un côté où le fantasme du pivot dominant, c'était aussi créé par des mecs qui étaient pas top en scouting ou par des gros médias, il y avait un côté aussi, Phoenix a le first pick et Ayton vient de Arizona. En tout cas, il était à la fac d'Arizona. Et donc, c'est le truc parfait. En plus, il y a Booker l'arrière. Et donc, on va amener le Shaq, grosso modo. Mais littéralement, il y avait des trucs comme ça, hein. Et c'est vrai que ce discours, parfois, des grands médias, ou des scouts un peu moins bons, hein, sans vouloir offenser quoi que ce soit, ça avait porté le truc. Et au point où, voilà, le discours, c'était pas du tout Doncic est le meilleur prospect. Alors que, encore une fois, moi, ça me paraissait d'une évidence qui était folle, quoi. Et pourtant, non. Donc Doncic, Ayton, first pick au final. Et d'ailleurs, il y avait aussi, en plus, à l'époque, le côté, oui, non, mais Phoenix a déjà Booker. Et ils ont pas. Donc Doncic, ça ferait un peu redondance. Bon, je pense que les deux seraient allés parfaitement ensemble au passage et qu'on s'en fiche. Et on s'en fiche. C'est pas qu'un truc du jeu futur, hein. Même en 2018, on savait que des porteurs de balle ensemble, ça pouvait fonctionner. Surtout un qui peut être largement off-ball, comme Booker. Et en plus, pour pas refaire un peu le côté tout gâché, ils prennent Ayton qui a des années-lumière, en fait, quand on creuse un peu d'un potentiel de go-to-guy, pour moi, hein, et je l'avais écrit et je pense que ça s'est un peu réalisé. Mais surtout, en plus, les Suns venaient de prendre
le coach de la Slovénie, qui est resté qu'un an du coup au final. Mais enfin bref, c'était la belle histoire et qui finalement ne s'est pas faite, on ne sait pas pourquoi. Les Kings numéro 2, bon, qu'on fait un truc de Kings, hein, qu'on pris Marvin Bagley évidemment, que j'adorais, hein. J'aimais bien Bagley, qui était très risqué comme prospect mais aussi beaucoup de potentiel, et je pense qu'il était un peu sous-côté même, je pense, Bagley, parce que certes le risque était énorme mais le potentiel aussi. Et les Kings, il y avait aussi des histoires comme quoi Vlade Divac, le GM, était pas en bonne entente avec le camp Doncic. Enfin bref, passons, parce que là je recommence à m'énerver tout seul, hein, peut-être vous remarquez. Mais non, mais pour le coup, ce que je veux dire surtout, c'est que on a affaire avec Doncic peut-être au premier méga prospect européen qui confirme en fait. Et il a passé l'étape Eurobasket, il a passé l'étape Real Madrid 18, et donc il passe l'étape NBA, vous le savez. Pour moi, il est déjà top 30 en effet, ou top 40 largement en 2019 en tant que rookie à Dallas. Et puis ensuite, on a carrément un step où il est MVP, calibre MVP, top 5 MVP en 2020. Je crois qu'il a été voté top 5 MVP mais en 2020. Mais si vous voulez, il y a ce côté où en fait, c'est même pas que les doutes ont fini par être dissipés. C'est-à-dire qu'on a un top 30 année numéro 1, déjà créateur gros volume, etc. Et des numéro 2, on a le MVP, quoi. À 20 ans, ou peut-être un peu plus, 20 ans, 21 ans, on a un mec qui allait pour MVP, et qui l'est depuis, quoi. Donc en fait, c'est une claque. Et c'est ce que dit aussi Jackson Hoy. Il dit, il y a peut-être deux scénarios, hein, selon comment est-ce que la transposition de la création offensive, etc., elle se fait. Soit il va arriver directement et être niveau All-Star direct d'entrée de jeu et progresser, soit il va se planter et faire comme les anciens Européens. Au final, c'est plutôt le premier scénario qu'on a eu. C'est-à-dire, j'arrive de suite, je suis très bon, et que on va en parler, mais ce côté création offensive, c'est vrai que c'est plus complexe que seulement t'as pas d'explosivité et ce genre de choses. Mais le truc intéressant, je trouve, c'est que dans le profil de 2017 que je fais de l'Eurobasket, et qui est aussi un peu appuyé par l'article de 2018 aussi de Jackson Hoy, c'est qu'en fait, le drive, c'est pas encore la folie. Et qu'on a surtout un mec de pull-up. Et ça, aujourd'hui, ça peut paraître un peu étonnant, en effet, parce que Doncic est littéralement, depuis qu'il a posé un pas en NBA, ou presque, le meilleur driver de NBA, j'allais dire de loin. Alors peut-être pas parce que SGA est peut-être au coude à coude un peu derrière lui, pas très loin, mais les deux sont un peu les meilleurs de NBA, et Doncic quasiment depuis le début. Donc, d'ailleurs, moi, le premier numéro du Basket Lab, c'est ça. Le tout premier numéro, c'est Luka Doncic est-il vraiment un bon jump shooter? C'est une manière de dire, en fait, le jump shot, c'est cool, mais pas top. Et deuxième partie, en fait, c'est surtout un driver d'élite et le meilleur de NBA. Et à l'époque, on n'avait peut-être pas encore totalement ça en tête. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, parce que je parle dans la vidéo de l'Eurobasket le dribble est pas encore top, et même le sens pour driver où et comment, parfois il drive dans des endroits qui sont pas top, etc. D'ailleurs, pardon, parenthèse, j'avais pas dit, mais vous pouvez aller voir les vidéos si ça vous intéresse, elles sont encore en ligne. Donc je les mettrai en lien dans la description si ça vous intéresse de voir concrètement. Mais il y avait ce côté-ci où le dribble était pas top, les fondamentaux étaient pas top, et là-dessus, comme dit Jackson Hoy en 2018, mars 2018, en fait là-dessus il s'est largement amélioré au fur et à mesure de l'année. Donc ça c'est bien, et ce qui fait qu'on a eu, quand il est arrivé en NBA, ok, le jump shot ça n'a pas été l'explosion, mais le drive s'est confirmé, parce que notamment on a eu donc ces progrès de dribble qui sont totalement primordiaux. Et puis autre élément aussi, je pense que si vous allez replonger dans des images de l'époque, vous allez être étonné à quel point le physique est différent, et que en vérité la version un peu de 17, 18 et même 19 en fait, hein, même au début en NBA, c'est un mec qui est très très fin, et même qui a un premier pas, je vais pas dire explosif, hein, largement pas, c'est un peu le problème, mais plus rapide que ce qu'on pense, et plus rapide qu'actuellement, où aujourd'hui il fait pas du tout la différence là-dessus, mais j'ai des souvenirs il place un bon premier pas pas explosif, mais un peu rapide. Et même donc au niveau de sa carrure, au final on avait un mec qui était assez fin. Donc là encore, je pense qu'on a le progrès du dribble d'une part, qui est venu très tôt, et d'autre part peut-être aussi l'évolution physique, où justement c'est un peu le truc évident ou qui paraissait intuitif à l'époque, c'était de dire s'il continue d'améliorer sa condition physique et ses qualités athlétiques, voilà, tu vas vieillir, tu vas améliorer ton explosivité peut-être, ou ce genre d'éléments. En l'occurrence, ce qu'il a fait, c'est l'inverse. Alors, est-ce que c'est voulu ou pas? Je ne sais pas, mais dans les faits, il est devenu beaucoup plus costaud, beaucoup plus épais. Effectivement, la condition physique n'est pas toujours parfaite, hein, donc c'est pas que de la masse musculaire peut-être, je ne sais pas. Mais je trouve que la version calibre MVP qu'on a en NBA depuis 2020, donc dès la deuxième année, elle est aussi très différente de celle qu'on a vue à l'Eurobasket ou celle du Real Madrid. En fait, c'est pas un mec qui est plus rapide, c'est pas un mec qui fait plus de différence sur drive au démarrage, donc le drive est meilleur à cause de ça. C'est parce qu'il est plus solide. Et donc en fait, il va à son rythme, il va très lentement. On a déjà bien détaillé sur le Basket Lab, je vais pas non plus trop me répéter. Il va un peu à son rythme, et en fait, il va sur ses spots à volonté. C'est ça l'idée. Et le fait que sa carcasse soit aussi beaucoup plus solide, costaud et plus mature aussi, physiquement,
au-delà de la condition physique parfois un peu variante. Il y a aussi le fait qu'il est plus costaud, donc en fait, même s'il est pas rapide, il va où il veut, quand il veut, de toute façon. Et ça, c'est couplé aussi à sa taille. Donc, c'est primordial, le dribble, mais aussi cette évolution un peu d'épaisseur qui fait que le Doncic d'avant, le Doncic qui faisait 6-8, pourtant, à l'époque même, il n'allait pas au panier à volonté. Et il n'allait pas finir au panier à volonté. Et ça aussi, c'est un point important de voir quand Jackson Hoy nous dit, je crois que les termes exacts en anglais, c'est j'ai pas trouvé, rien ne sort du lot, quoi. Nothing special pour un finisseur au panier. Il a un bon flotteur, il peut s'élever avec un peu d'élan en transition, mais il n'est pas explosif, il n'a pas de verticalité explosive. Et en fait, aujourd'hui, ça paraît un peu bizarre de lire ça parce que c'est, comme dit, le meilleur driver de NBA en termes de tir en fin de drive, lancer franc aussi. Le fait qu'il obtienne beaucoup de lancers francs, et ça on l'avait déjà à l'époque, ça aide à booster la productivité, demander à Doncic ou SGA. Mais en termes de finition aussi, je trouve que là-dessus, apparemment, il y a des progrès énormes qui ont été faits parce que justement, il n'y a pas que les lancers francs. Il y a aussi des flotteurs, il y a aussi du toucher de balle, il y a aussi des push-shots, il y a aussi des lay-ups. Et donc, il y a un côté toucher de balle général qui s'est transposé à cette finition et qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas dire nothing special en tant que finisseur au panier, quoi. On ne pourrait pas dire ça parce que ce n'est pas le cas. C'est justement un mec qui va sur ses spots à volonté, mais une fois qu'il y est, il termine magnifiquement. De quelque manière que ce soit autour du panier. Et même, il est tellement précis, adroit et finisseur d'élite qu'il n'a même pas besoin d'être directement sous l'arceau pour un lay-up. Il peut être un mètre, 1,5 m, 2 mètres, 3 mètres du panier et ça passe encore. En fait, il est tellement bon finisseur qu'il a une portée de finition qui est largement plus grande. Donc ça, je pense que c'est l'amélioration principale et qui peut-être a, je pense, dissipé beaucoup de doutes par rapport à ça, mais parce que peut-être que j'écarte ça un peu vite. Mais en effet, peut-être ne le faisons pas comme si c'était une évidence totale. Il y avait quand même des doutes par rapport à ça, par rapport à la transposition de l'attaque, parce que en effet, on a toujours eu cet aspect de, pour créer des différences sur drive ou sur pull-up ou quoi que ce soit, il faut une dose de vivacité et d'explosivité. Et ça, c'était le gros doute, de dire, tu le fais face à des athlètes qui sont moins bons, un niveau de compétition qui est moins bon. En fait, on ne sait pas si tu pourras le faire contre des meilleurs défenseurs, meilleurs athlètes, et ainsi de suite, qui est un thème, vous le savez, qu'on a abordé sur plein de joueurs dans cette série déjà, et notamment des joueurs sur qui ça a réussi, puisque s'ils sont dans cette série, c'est que c'est des stars, donc c'est que ça a réussi. Il y en a d'autres sur lesquels ça ne marche pas, des plus petits, des moins vifs, et ça passe pas au niveau du shot-making, au niveau de... Voilà, ça passe pas. Lui, Doncic, s'est passé de manière fluide et sans effort, on peut dire. Bon, déjà, je pense que certains Américains, le doute était légitime, mais peut-être pas au point auquel certains Américains prétendaient qu'il était, puisque, certes, le niveau de compétition est un peu plus bas, ça reste l'Europe et le très haut niveau de l'Europe. Et d'ailleurs, sur l'Eurobasket, ce qui est intéressant, c'est que quand je l'évalue, il joue contre des équipes qui possèdent des internationaux NBA, en fait. Je me souviens le match contre la France, il a des situations d'isolation, de switch contre Kevin Séraphin, Séraphin, et encore, c'est pas la folie, mais je veux dire, il y a des athlètes NBA là-dedans. Il y a du Batum ou des mecs comme ça. Je crois qu'il joue la Finlande, si je dis pas de bêtises. Il joue l'Allemagne aussi, Maxi Kleber. Enfin, en fait, il a eu affaire à des défenseurs NBA ou de calibre NBA ou pas loin, Eurobasket, mais même en Europe, même à l'Euroleague et en Ligue espagnole. La Ligue espagnole, c'est peut-être la meilleure ligue, d'après ce que je comprends. Je connais pas l'Europe, mais d'après ce que je peux comprendre, c'est la meilleure ligue hors de la NBA, en termes de ligue nationale, et puis l'Euroleague. Donc, certes, c'est pas le niveau NBA. Après, c'est peut-être pas non plus aussi loin que certains pensent, mais c'est aussi rigolo de voir que pour eux, c'était un peu plus une nuance ou un bémol ou un doute, alors que, pour le coup, je pense que Doncic a dû faire face à beaucoup plus d'athlètes ressemblant au calibre NBA que probablement les prospects NCAA, en fait. Parce que les prospects NCAA, certes, parfois, il y a des gros match-ups, certes, parfois, il y a des futurs basketteurs européens ou NBA, on est d'accord. C'est pas toujours le cas non plus. Donc, en fait, je ne mettrais pas ma main à couper qu'en vérité, le prospect NCAA 2018 ou d'autres années, forcément, fait face à beaucoup plus de uber-athlètes calibre Grande Ligue NBA que Doncic en Euroleague, en Ligue européenne, etc., quoi. Et après, moi, ce qui est surtout intéressant avec lui, c'est que le doute donc pouvait exister un peu, ou même totalement. Ça se trouve, il y a une version où Doncic se plante et il n'y arrive pas. Mais justement, moi, ce qui me plaît dans le cas de Doncic, c'est ce qui est un peu atypique, et c'est là où c'est intéressant, c'est la manière dont il y est arrivé. C'est-à-dire que arriver à passer outre cet obstacle de t'es pas assez explosif, t'es pas assez vif, finalement, il a pas fait tomber les doutes, il a pas réussi en devenant plus vif et plus explosif, comme on a dit. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a son style de jeu un peu à lui, d'y aller en force, d'y aller en finesse, et là encore, on parle souvent de qualité athlétique, et pendant longtemps on a réduit ça à qualité athlétique égale premier pas.
Ou alors qualité athlétique égale puissance et explosivité. C'est vrai. Après, je pense que Doncic, moi, ça me va pas de dire que c'est un athlète qui est juste banal, parce qu'il y a une qualité sur laquelle il est élite de chez élite, c'est ce qu'on appelle la décélération. Et Jackson Hoy, il en parle là-dessus. Je crois que j'en parle aussi dans ma vidéo, il me semble, de tête, sur ce côté changement de direction et ainsi de suite. Et en fait, ça, c'est une qualité athlétique. Le fait de savoir s'arrêter à pleine vitesse et vite changer de direction et repartir. Parce que s'arrêter, tout le monde est capable de le faire. Mais je veux dire, il y en a qui à pleine vitesse peuvent s'arrêter. Déjà, ça met un peu de temps à s'arrêter. Et en plus, ils ne sont pas capables de suite rebondir de l'autre côté. D'aller vite à droite et d'un coup, boum, repartir à gauche immédiatement. Ça, tout le monde ne peut pas. Et lui, il peut le faire, la décélération. Et donc, là-dessus, c'est un domaine où c'est pas juste qu'il est bon, c'est pas juste qu'il est très bon. Doncic est clairement élite. En plus, c'est la période où ça commence un peu à être popularisé en NBA, en tout cas au niveau médiatique, avec James Harden, qui est le meilleur exemple de ça aussi, l'aspect de décélération, sur lequel c'était le meilleur de NBA pendant longtemps, jusqu'à Doncic, jusqu'à aussi SGA, qui est un peu là-dedans. On traitera les deux cas par la suite, je pense. Mais clairement, c'est un truc d'élite. Et donc, il y a aussi cet aspect où peut-être que, comparé à d'autres prospects européens, je ne sais pas, mais le jeu NBA étant aussi ce qu'il était en 2018, 19, 20 et par la suite, il y avait aussi déjà plus d'espace. Et quand tu combines cette décélération, taille-puissance d'abord, ensuite la qualité de dribble, et puis de manière générale un peu le côté cérébral aussi, parce que ça c'est un truc qui est souvent sous-estimé, c'est avoir outil numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est bien. Après, il faut aussi savoir s'en servir de ces outils. Et ça, c'est le cerveau. Et c'est un peu d'ailleurs ce qu'on dit avec Devin Booker. Pareil, Devin Booker, il lui manquait certains éléments, un peu explosivité, et ainsi de suite. Mais il avait le cerveau, il sait comment jouer. Comme j'aime bien dire, il sait comment jouer. Et Doncic, c'est pareil. Non seulement... Doncic, c'est un peu la version de Booker ou de mecs comme ça. Austin Reeves aussi, on avait parlé de Austin Reeves, qui n'a pas l'explosivité, mais qui sait jouer, il sait comment faire. Il connaît les angles, il connaît le timing. Il sait comment faire, il sait comment tout mettre ensemble. Doncic, c'est cette version un peu de Booker, mais en survitaminé, parce que encore plus grand, parce qu'encore plus puissant, parce que encore plus de décélération, et ainsi de suite, quoi. Donc là-dessus, c'est aussi, je pense, intéressant de voir que le doute a été balayé, non pas avec une prise de vitesse, avec une prise de conditions physiques meilleures, avec explosivité et plus vif. Et non, c'est juste qu'en fait, il bat les joueurs de manière totalement différente. Et que le doute, c'était... Ah tiens, mince, est-ce qu'il va être capable, au final, de créer des espaces et de driver au panier alors qu'il n'a pas le premier pas? Et en fait, ça n'a jamais été une question pour lui, sans doute, parce qu'il les bat différemment. Et aujourd'hui, il les bat, mais sans non plus le premier pas. Aujourd'hui, il a encore moins le premier pas. Il n'a pas le démarrage rapide. Donc c'est le style Doncic. Et mine de rien, je réinsiste, mais il y a un côté où, à quel point le doute était grand, et à quel point ne l'avait-on jamais vu pas déjà faire ça, je veux dire. Dans le sens où, bon, ok, il n'a pas fait face à des athlètes NBA en NBA. Après, le fait qu'il soit aussi bon déjà face à des athlètes qui sont quasiment les deuxièmes meilleurs du monde dans les ligues, en Euroleague et Ligue espagnole, bon, en fait, c'est presque comme s'il avait déjà un peu répondu à la question, quoi. En un sens, je pense. Donc ça, c'est intéressant. Le drive. D'ailleurs, je peux en parler maintenant, mais rapidement, la décélération, les changements de direction, etc., ça s'applique aussi à tout ce qui est création de tir, de périmètre, je veux dire, de jump shot. Parce que oui, pour aller au panier, il y va à volonté, il finit à volonté aussi, il va sur ses spots quand il veut, comme il veut, etc. Mais l'aspect de décélération s'applique aussi sur la création d'espace, sur le plan horizontal, pour des pull-ups. C'est-à-dire que face à un défenseur, on se dit est-ce qu'il va être capable de faire partir le jump shot en ISO face à un défenseur oppressant, plus grand, plus long? En fait, oui, il y arrive pour deux éléments. Premièrement, décélération. Donc, il commence à attaquer très fort et hop, step back à 3 points, vous connaissez. En fait, il y a littéralement un espace qui est généré, une séparation qui est générée entre lui et son défenseur. Donc, en fait, il a peut-être pas le premier pas, mais il a le deuxième, quoi. Il a le changement de direction pour que le deuxième soit tranchant et donc créer ce même genre de séparation. D'abord, et puis ensuite, la taille. C'est ça aussi le deuxième élément, c'est que relatif à sa taille, il a un point de relâchement du tir qui est pas si haut que ça. Peut-être on parlera de la mécanique, je sais pas, mais quoique j'ai déjà fait 2 heures sur le jump shot de Luka Doncic dans le Basket Lab, épisode numéro 1. Mais relatif à sa taille, le point de relâchement du tir n'est pas si haut que ça, il pourrait être plus haut. Mais justement la taille. Et donc malgré tout, ça reste un mec de 6'8 qui arrive à générer une très bonne séparation sur le plan horizontal et en plus la taille, donc même le mec qui arrive à bien revenir en position, il y a en plus, il n'y a pas les centimètres que sur le plan horizontal, il y a aussi, il faut aussi que je monte un peu en haut pour contester, et donc l'un dans l'autre fait que on a un mec qui peut faire partir le tir à volonté. Voilà, ça c'est un peu le truc. Bon, puisqu'on y est, parlons un peu du jump shot, et c'est marrant parce que Jackson Hoy dit, oui, ça, il pourrait progresser s'il améliore 2 points, que sont la condition physique et le 3 points. Et au final, on a bien décrit comme quoi
c'est pas tant le physique qui s'est amélioré, et pourtant il a quand même passé un step. Et en fait, pareil pour le shoot, en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que on pointait un peu du doigt deux faiblesses de l'époque. On disait, pour devenir le step supérieur, il peut améliorer ces deux faiblesses. En vérité, ça s'est pas vraiment passé comme ça, parce que conditions physiques, explosivité, c'est pas venu. Mais le shoot, c'est un peu une de mes rengaines, c'est que c'est pas tant que ça un bon shooter, en fait, Luka Doncic, pour le coup. Là encore, je vais pas refaire le long podcast. N'allez pas l'écouter d'ailleurs, parce qu'il est un peu... Enfin, il y a un mec qui parle, mais il est pas très à l'aise derrière le micro, donc... Non, mais grosso modo, il y a ce truc bizarre avec Doncic où, en fait, il est plus à l'aise au niveau des step back à 3 points et du pull-up qu'en catch and shoot. Voilà. Donc, en fait, je pense que son shot making est quand même très très bon, vraiment excellentissime. Par contre, c'est un mec qui, de par sa mécanique, comment est-ce qu'il shoot, en vérité, il est largement plus à l'aise en sortie de dribble que en réception de passe. Alors que la conjecture de base et le truc normal, on va dire, c'est que les tirs en catch and shoot, un peu statiques, c'est plus facile que les pull-ups. Donc, la réussite attendue, elle est beaucoup plus haute que pour des pull-ups. En fait, pour Doncic, ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est l'inverse presque. C'est-à-dire qu'il shoot aussi bien dans l'un dans l'autre, mais donc il est moins bon shooter de catch and shoot que de pull-up, mais parce que sa mécanique de tir lui permet de se mettre en rythme. En fait, sa mécanique, il aime bien revenir un peu toujours vers l'arrière, d'où les step back. Et en fait, il aime bien un peu charger le saut tout en même temps. Et là encore, c'est pas un jump shot, aussi parce qu'il n'a pas non plus l'explosivité, la vivacité. Il aime bien un peu charger et relâcher les bras et les jambes en même temps. Mais donc, vous voyez, il y a un peu cet effet ressort, quoi. Et donc, pour vraiment enclencher cet effet ressort, il faut revenir en arrière. Il est plus à l'aise comme ça. C'est ce qui le met en rythme et ainsi de suite. D'où la capacité à être un joueur de pull-up de haut niveau. Mais par contre, vous allez voir ces pourcentages généraux, ou même ceux de catch and shoot, ils sont pas si bons que ça. Parce que juste catch and shoot, il n'y a pas du tout l'aspect de se mettre en rythme comme en sortie de dribble. Et donc, ce qui fait qu'on a un mec qui, au niveau du 3 points, est à 35% en carrière. 35. Et 35 sur 9 tentatives par match. C'est énormissime. Et en fait, il y a deux manières de voir, quoi. C'est soit on se dit, en fait, il est mauvais. Et en fait, non. Si tu le laisses prendre des pull-ups, ça va pas être un tir toujours génial, mais il peut le mettre largement. Et il peut punir des gens, des séries de playoffs comme ça, quoi. Ou des matchs 7, il peut quasiment gagner le titre aussi comme ça. Enfin bref, c'est un peu la particularité du jump shot de Doncic. D'ailleurs, au passage, alors c'est pas dit dans le texte, je n'ai que lu le texte, mais je vous encourage aussi peut-être à aller voir la vidéo, parce que précisément, quand il était plus jeune, Eurobasket 2017, et donc plus léger, en fait, il était un peu plus en mode jump shot, justement. Et ce qui m'a un peu étonné en le revoyant, j'avais un peu oublié ça, c'est que à l'époque, il n'était pas à ce point le tir un peu en ressort, le tir un peu hop, je pars vers l'arrière et je relâche tout d'un coup les pieds bien ancrés au sol. En fait, il y avait un vrai jump shot à l'époque. Et même donc, le fait de pouvoir faire un jump shot, de pouvoir s'élever parce qu'il était plus léger, de s'élever et presque en haut du saut pouvoir relâcher le ballon, en fait, là-dessus, ça lui permettait aussi à l'époque de pouvoir shooter ce qu'on appelle après un forward momentum, après un mouvement vers l'avant, il pouvait s'arrêter en pleine course et grâce au jump shot, course vers l'avant, hop, je m'arrête d'un coup, je saute et une fois en l'air, je retrouve stabilité et je tire. C'est un peu le Michael Jordan qui fait ça, qui était la révolution de Jordan. Westbrook, si vous voulez un peu l'exemple le plus évident, c'est Westbrook qui fait ça, hop, à pleine vitesse, je suis capable de m'élever, jump shot et tout en haut du saut, shooter, Kevin Durant, tous des mecs comme ça. Et en fait, Doncic, c'est ça qui était étonnant, c'est que vu que le physique était plus léger, mais en fait, il était un peu plus capable de faire ce genre de choses à l'époque. Donc voilà, c'est peut-être aussi le fun fact. Je sais pas si on le reverra en NBA, mais c'est un peu la particularité du shoot de Doncic où on se dit 35%, ça paraît moyen, et ça l'est, en effet. Mais parce que c'est la dualité, quoi. Catch and shoot versus pull-up. Après, cela dit, c'est peut-être aussi un point important pour moi, c'est le fait que sa sélection de tir, le tir un peu vers le bas, je trouve, Doncic, et qu'il est capable de mettre ce tir, il est capable de le mettre à un très haut taux, pas au niveau Curry, peut-être pas, mais c'est un des meilleurs de NBA, à n'en pas douter. Mais si on dézoome un peu, pour non pas être dans le référentiel de ce tir-ci, mais de son jeu à plus grande échelle, c'est vrai, mine de rien, que je trouve qu'on a toujours eu un mec qui prenait des tirs beaucoup trop compliqués. En termes de régime de tir, ok, sur une action, tu dis, ok, il prend un pull-up à 3 points, il peut le mettre, le step back isolation à 3 points, il n'y a pas de problème, et parfois il le met. Mais par contre, peut-être que tu aurais aussi souhaité que il insiste un peu plus au panier, qu'il aille plus au panier. Et je dis ça alors que c'est pourtant un des mecs les plus le meilleur driver de NBA en termes d'efficacité, avec aussi un énorme volume. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un régime de tir qui est très fort là-dessus, sur ces tirs de périmètre. Et comme il est bon ou très bon, mais pas élite, il y a un plafond qui vient se poser au niveau de son efficacité. Et en fait, c'est presque pas normal. Le cas de Luka Doncic, qui est le mec le plus efficace sur l'exercice le plus rentable, le drive,
c'est censé être le mec qui pourrait être le plus efficace de toute la NBA. Et en fait, il a un plafond qui est pas si satisfaisant que ça en termes d'efficacité. On est a toujours été entre plus 0 et plus 5 relatif à la moyenne. Là, je peux vous dire, alors rookie, il fait moins 3%. Voilà, moins 3% relatif à la moyenne, mais on est au niveau de la moyenne, grosso modo. Ensuite, il fait 104 de true shooting plus, donc efficacité relative à la moyenne est fixée à 100. Donc 104, c'est plus 4, il fait plus 4%, plus 3, plus 1, plus 5, plus 6 en 2024. Bon, 2025, plus 2, mais on s'en fiche, il est blessé. Et là, cette année, il est sur une base de plus 6 qui donc est sa meilleure en carrière, en effet. Mais vous voyez que plus 6, on n'est pas sur les pics de SGA qui est à plus 11, on n'est pas sur les pics de Harden qui est à plus 15, on n'est pas sur des pics de Kawhi aussi, Kawhi ou Embiid qui sont à plus 11, plus 12, on n'est pas, ou de Lillard aussi, on n'est pas sur les pics de Jokic, Curry qui sont à plus 20, ou LeBron plus 20, on n'est pas dans cette strate-là. Et j'avoue que ça commence à faire petit à petit, les années passent, c'est un peu ma frustration avec lui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen un jour de déverrouiller un peu plus une efficacité encore plus fabuleuse? Alors, je dis ça, mais par exemple, pour moi, c'est pas parce qu'il est moins efficace qu'il est moins bon attaquant que Shai, parce qu'il y a aussi le playmaking dont on n'a pas parlé. Donc l'efficacité ne fait pas tout. Ne faites pas croire, ceux qui font croire que nous, on pense que l'efficacité, ça fait tout, pour le coup. Mais voilà, il y a ce côté un peu frustrant. Je pense que si un jour on a un Luka Doncic de niveau all-time, j'espère on ira gratter un peu les plus 10, plus 11, plus 12 potentiellement, avec peut-être une sélection de tirs un peu meilleure, et avec peut-être aussi, c'est la différence, c'est que pourquoi est-ce que des Curry, LeBron, Durant ou Jokic vont aller taper des plus 20% d'efficacité relative à la moyenne des scores all-time, et Doncic non? C'est peut-être aussi parce que eux, ils ont du jeu off-ball, ils ont aussi des paniers assistés. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on a un peu perdu, pour le coup, avec Doncic, qui donc est décrit et par moi à l'époque, et par Jackson Hoy, avec un côté de la valeur off-ball. Un peu catch and shoot, mais surtout activité off-ball sur les cuts, intelligent, le rebond offensif, la transition. Et c'est vrai que là-dessus, il y a un peu le syndrome du joueur héliocentrique, j'ai l'impression, un peu comme Harden dans son temps, un peu comme Westbrook dans son temps, un peu comme John Wall, ou voilà, toujours un peu ces mêmes exemples que j'utilise, un peu comme Trae Young, où en fait, voilà, Trae Young c'est aussi bon parce que Trae Young, bon, le mec de 2018 aussi, pour le coup, mais Trae Young, il y a aussi ce truc il pourrait faire plus, mais il le fait pas. Mais parce que quand t'as un énorme volume, petit à petit, tu tombes dans ce côté, soit j'ai la balle et c'est moi qui fais, soit je lâche la balle et je bouge pas trop. Ouais, c'est un peu dommage. Et voilà, je parle de Trae Young et Doncic. Pareil, le Harden off-ball de OKC du début est très cool, et encore plus le Westbrook. Westbrook à la base, c'est plutôt un role player un peu de cut, justement, à l'époque de UCLA. Donc encore plus Westbrook, lui qui a totalement arrêté, alors que de base c'était un peu ça son jeu, et même que ça. Et ça, c'est vrai que peut-être, ça fait aussi partie du truc, je pense, sur l'aspect de... en vérité, il n'y a pas assez de cuts, il n'y a pas assez de points faciles, plus faciles en tout cas chez Doncic. Dallas avait un peu essayé au début de l'an passé de le faire, de l'utiliser un peu plus sur des sorties d'écran, début 2025, quand l'équipe était encore élite, avant que Nick Harrison ne la fasse péter. Mais il y a un peu l'accent qui est mis là-dessus, mais c'est scripté, c'est pas organique chez lui, ce genre de mouvement off-ball. Et puis très simplement aussi, vu qu'on a parlé un peu de la mécanique, c'est vrai qu'en un sens, je trouve que SJ a un truc que lui n'a pas, c'est un peu plus le côté fonctionnel à mi-distance. Et que Doncic, comme dit, il y a toujours ce truc de vouloir un peu revenir vers l'arrière du fait de sa mécanique. Et donc, il y a peut-être pas non plus le jeu à mi-distance aussi bon, les longs 2 notamment, que finalement Shai Gilgeous-Alexander, qui lui va taper les 50 ou 55%, des trucs complètement fous à mi-distance. Doncic, il est capable, il est capable, mais non seulement en efficacité, on est plutôt sur 34, 32, 40, 41, 35, etc. Bon, c'est avec des pics assez bons, des pics à 49%. Ok, une année en 2021, 49%, mais 2021, on met entre parenthèses pour tous les chiffres de stats. Un pic aussi en 2024 à 44%. Donc c'est bien, mais on n'est pas au niveau SGA, on n'est pas au niveau Durant en mi-distance. Et donc ça, là encore, je parle que d'efficacité, mais même en termes de fréquence, c'est vrai que c'est un mec qui prend très peu de ce genre de long tir à 2 points. Donc dans le jeu, il y a aussi ce côté fonctionnel où c'est soit tu vas directement au panier, soit tu restes un peu à 3 points. Il y a pas la même capacité à prendre à peu près partout, tout le temps les mêmes tirs aussi fluidement. Et il préférera plutôt toujours, alors je pense qu'il peut, mais il préfère toujours un peu rester à 3 points, prendre les step back à 3 points. Mais comme dit aussi, on retombe sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un bon shooter de pull-up à 3 points et des step back à 3 points, mais pas élite. Donc, bref, je pense que c'est un peu moi ma frustration en l'état là-dessus. Et après, il y a un autre truc qui est intéressant, vu qu'on parle un peu de shoot, mais qui s'applique au shoot et dont j'avais parlé. Épisode numéro 1 du Basket Lab. Mais non, on n'allait pas l'écouter, vraiment, on n'allait pas l'écouter. Mais j'en ai parlé, mais ça s'applique aussi au reste de son jeu de manière plus générale. Et je crois que c'est Jackson Hoy qui en parle. À un moment donné, il dit, dans l'aspect de faiblesse, il dit, bon, en vérité, quelle est sa marge de progression restante ? Vu que sa trajectoire, sa dynamique de progression, elle est très différente des joueurs de son âge. Et donc,
qu'est-ce qui nous dit que, enfin, l'aspect de jeunesse nous semblerait indiquer que, bon, il a 19 ans, alors, vu qu'il a que 19 ans, il a beaucoup de potentiel. Ça, c'est un peu le truc qui paraît intuitif, mais en vérité, à quel point est-ce qu'on n'avait pas aussi un peu le doute, comme dit Jackson Hoy, en fait, c'est peut-être juste qu'il a déjà accompli sa progression, mais très tôt. Et donc peut-être qu'il a que 19 ans, donc 19 ans dans une courbe normale, on se dit, bon, bah, finalement, 19 ans, t'as encore plein d'années devant toi à progresser, et t'es encore très tôt dans la carrière. À quel point Doncic, c'était pas, en tout cas, c'était un peu le doute il a progressé déjà, mais peut-être qu'à 19 ans, on est sur peut-être un produit fini aussi. Et qu'il y a peut-être pas tant que ça de marge de progression malgré le jeune âge. Et moi, j'avais aussi parlé du fait que, en termes de carte d'identité, il est jeune. Je crois qu'à l'époque, il avait 21 ou 22 ans quand je fais le podcast, le tout premier du Basket Lab. Et sauf que sur le passeport, il y avait marqué 21 ans. Mais en termes de basket, et de basket organisé, et même de basket professionnel, on était sur 6, 7, 8 ans, je ne sais combien. Donc, en fait, en effet, en termes d'âge basket, c'est pas comparable. En général, quand on dit, bah tiens, lui il est jeune, il peut progresser, parce que aussi, c'est un mec qui a pas encore beaucoup joué, qui s'est pas encore beaucoup entraîné, qui a pas encore essayé de développer des choses ou d'autres. Et donc, quand tu es jeune dans le basket, c'est là où on se dit, ok, il y a encore beaucoup de trucs restants à faire. Avec Doncic, il y avait aussi possiblement ce contre-argument de dire, il est jeune en termes de passeport et de date de naissance, mais en fait, il a déjà une bonne carrière derrière lui. Donc ce serait presque l'équivalent en termes de courbe de progression versus âge. C'est presque comme Doncic. Si Doncic était un basketteur j'exagère un peu peut-être, mais de 25 ou 26 ans. Or, à 25 ou 26 ans, t'es peut-être déjà un peu proche de ce que tu seras à terme. Donc c'est aussi là-dessus où la conversation sur les courbes de progression âge basket versus âge normal était intéressante. Et moi, c'était aussi, pour le coup, de manière générale, ça ne s'est pas totalement confirmé, ce doute de Jackson Hoy, puisque en effet, il a continué à progresser dans plein de domaines différents petit à petit. Alors c'est pas une révolution, c'est pas énorme les progrès, mais tout de même, en fait, il était déjà très fort, il a un peu progressé, surtout. Mais moi, là où j'en parlais, c'était sur le shoot. Et je pense que c'est un peu, en effet, confirmé sur le shoot, où je disais, donc en 2021, 2020 ou 2021, quand je fais le podcast, c'est, bon, ok, les gars, il a 21 ans, mais en fait, contrairement aux autres mecs de 20 ans ou 21 ans de l'époque, un prospect de 20 ans ou 21 ans, il a une saison universitaire, parfois deux, et donc en termes de mémoire gestuelle et en termes de bagage historique, on est sur je sais pas moi, 500 tentatives à 3 points ou ce genre de choses. En fait, moi je disais à l'époque, mais non, mais Doncic, certes il a 21 ans, mais il a, je sais plus combien, 1000 ou 1500 tentatives à 3 points derrière lui, quoi. Et en fait, il est déjà plus avancé dans sa progression. Donc on ne peut pas prendre l'âge comme si c'était un âge normal vu le passif. Et pour le shoot, je dois dire que ça s'est un peu confirmé. C'est un peu confirmé par rapport à mon premier podcast. Il y a une saison, je crois, depuis où il shoot à 38 en 2024. Il était très bon là-dessus, il était un peu en feu, mais vous voyez qu'autour on est du 35%, 35%, 36% de nouveau, 33% ou 34%, allez, 34% cette année. Voilà, on est plutôt dans ce truc-là parce que, en effet, il y a plein de trucs bien chez lui. Il est arrivé comme produit fini et je pense il est arrivé directement top 30 NBA. Donc il n'y a pas tant que ça de marge de progression. Et sur le shoot, c'était un peu, on sait déjà qui tu es en fait. On sait déjà qui tu es. Tu n'es pas le prospect ou le joueur de 20 ans, 21 ans comme un autre où on se dit, ah, lui, on sait pas encore. Doncic, on savait. Donc voilà, encore un cas un peu atypique, j'ai envie de dire, au niveau des courbes de progression. Le cas de Doncic est unique là-dessus. Pour faire un parallèle, hein, par exemple, je crois qu'il a été publié en 2021, mon podcast, quand je parle de ça, notamment, en octobre 2021. Donc il a 21 ans, mais j'avais commencé un peu à l'écrire, à faire les recherches quand il était en deuxième année. Donc année numéro 2, 2020, il a 20 ans, à peine. Mais faisant le parallèle, on est sur le cas opposé, par exemple, de Joel Embiid. On avait dit, Joel Embiid, quand il a 19 ans ou 20 ans à Kansas, il arrive en NBA, en fait, il est très très brut et très peu avancé, mais le point qui était génial en termes de projection d'un potentiel et de marge de progression immense, c'était de dire, attendez, le mec, il fait du basket de manière un peu organisée depuis 2-3 ans, à peine. Donc là encore, lui était très frais et on savait que comme il avait très peu en âge basket, il était très très jeune, presque en fait il avait 16 ans ou 15 ans en âge basket, presque, vous voyez un peu l'idée, alors que Doncic c'est l'opposé sur le spectre. Après, comme dit aussi, c'est pas très dérangeant qu'il n'y ait pas eu tant que ça de marge de progression depuis, parce qu'en fait il est arrivé, il était déjà élite, donc qu'est-ce que tu veux faire de plus, quoi. Il y a eu les progrès au drive, et encore, là je déblatère depuis je ne sais pas combien de temps, mais on n'a même pas parlé du passing, mais est-ce qu'il y a des choses à dire en passing, si ce n'est que on a la confirmation que avec plus de ballons, ça aussi c'est vrai que, disons-le, l'Europe et même l'Eurobasket, en fait le contexte était aussi particulier et pas comme un NBA, donc on voyait un peu le passing très très bon.
j'ai pas l'impression qu'on avait ce ressenti de passeur de génie comme il est actuellement, où je pense qu'en termes de créativité pure, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à affirmer qu'il est top 3 de l'histoire, en vérité. Mais c'est vrai qu'en Europe, les rôles sont plus réduits, le minutage aussi, il doit cohabiter avec d'autres. D'après ce que j'ai compris, en Europe aussi, au Real Madrid, tu partages plus de ballons aussi, t'es pas héliocentrique comme en NBA, plus aussi le fait qu'en NBA, il y a plus d'espace. Et en fait, là aussi, il est arrivé, et donc voilà, c'est un des meilleurs passeurs de l'histoire déjà, en fait, en termes de qualité intrinsèque. Pas non plus, pas en termes de valeur accumulée, pas en termes de le CV, le nombre d'années à faire des passes, non mais juste sur le prime, à quel point t'es bon à un moment donné de ta carrière. Donc là, c'est depuis 5 ans, pour le coup. C'est un des meilleurs de l'histoire, et qui de suite, a été un maestro du pick and roll dès l'année numéro 1. Moi, à chaque fois, je me réjouis des affrontements contre les Nuggets de Jokic, parce que les Nuggets font un edge avec Jokic, ils le font monter très haut pour protéger Jokic, mais donc ça déverrouille un peu la passe vers le corner opposé. Parce que, et Doncic là-dessus a toujours été fantastique. Et on peut le voir cette année, mais remonter aux tout premiers affrontements en tant que rookie, quand Doncic il fait des passes corner opposé vers Harrison Barnes dans le corner, ou des passes fin de corner opposé et je donne finalement la balle au panier vers DeAndre Jordan. Enfin voilà, dès les tout premiers affrontements entre les deux, quoi. Et ce passing est absolument fou. On dit déjà qu'il y a un QI basket hors norme, qu'il y a un sens du jeu, compréhension. Mais l'espace NBA a quand même déverrouillé toute la créativité. C'est pas juste comprendre le jeu, c'est aussi faire des passes dans des angles et délivrer des ballons de manière totalement absurde. Avec un côté où la force, pour moi, la force principale, c'est la taille de Doncic, où en fait tu ne peux pas le presser, tu ne peux pas le mettre de la pression. C'est pour ça que ça marche pas, les edges de Jokic, parce que d'habitude ça marche, t'arrives un peu à étouffer le joueur, à le contenir. Doncic, ça ne marche pas, il peut passer par-dessus à volonté. Donc ça, c'est le premier élément fabuleux de son passing. Deuxièmement, il y a les passes en soi et le côté compréhension du jeu. Évidemment, il y a un cerveau de manipulation de défense, de compréhension des anticipations, etc. Donc ça aussi, c'est élite. Taille élite, cerveau élite, mais aussi, donc, il y a le toucher, mais plus généralement aussi le poignet, en fait. Il a un poignet bionique, peut-être le meilleur de l'histoire de la NBA, je pense. En fait, au dernier moment, il peut retourner son poignet dans un sens totalement absurde et faire une passe où, comme je dis à chaque fois, on dirait c'est l'angle mort du Byakugan, quoi, dans Naruto, où il fait une passe alors que la passe, elle a quoi? Il est à 5 heures, quoi. Non pas à 6 heures derrière lui, quoi, mais à 5 heures ou à 4 heures. Donc, littéralement un peu dans son angle mort derrière, quoi. Et ça n'a aucun sens, sa capacité avec son poignet à, au dernier moment, changer l'angle de ballon et surtout délivrer des ballons presque dans son dos sans bouger le bras, quoi, juste avec le poignet en soi. Donc voilà, le passing, on va pas en faire plus, vous savez que c'est génialissime et ainsi de suite. Mais non, peut-être la dernière différence, c'est peut-être la défense aussi, où en effet je confirme que, vous pouvez aller voir les images de la vidéo de l'Eurobasket, ça défend bien en fait, ça défend bien pour le coup. Et que là encore, on a parlé un peu du jeu off-ball qui s'est érodé à cause du volume offensif, de héliocentrisme, etc. Je pense que là c'est pareil avec la défense, où il y avait quand même de bons trucs, très bons trucs en termes de plutôt secrètement, assez mobile, la taille qui est plutôt bien utilisée. Pareil, il y a une séquence dans ma vidéo où une séquence de 3-4 actions de protection de panier. Et ça paraît totalement dingue aujourd'hui de dire, mais attends, mais il y a un mec qui s'appelle Luka Doncic qui saute, qui conteste des tirs au panier et qui le fait bien en plus. Et ça, c'est vrai que je pense qu'il y a un côté énergique où on a perdu cette activité. Cela dit, il peut être aussi quand même pas mal. Je veux dire, on l'a vu d'ailleurs chez les Lakers quand ils voulaient l'an passé, deuxième partie d'année, il est cool. Sur des séquences de playoff avec Dallas, quand ça va loin en 2024 aussi, il y a des séquences très cool. Donc en fait, le cerveau est toujours là. Le cerveau est là. Par contre, il manque soit l'envie, soit sinon la condition physique aussi, je pense, pour bien être, pour bien faire les actions. Parce que parfois, je pense que Doncic, il reconnaît qu'il y a une aide à apporter au panier. Le problème, c'est qu'il y a la taille où il pourrait la faire, l'action, mais il n'y a pas la mobilité. Il n'y a pas la vivacité, il n'y a pas la légèreté pour faire la rotation. Et voilà, donc ça manque un peu de ça. Et puis, il n'y a pas envie toujours aussi, on a bien dit. Donc ça, c'est un peu dommage. Et en effet, il y a un côté où je pense qu'il se fait il se fait cibler parfois en on-ball aussi, parce que les mecs en NBA sont plus explosifs et que lui a un peu moins envie. Il est aussi, on l'a dit, plus lourd, donc c'est bien pour les drives, mais c'est pas bien pour la défense d'être plus lourd et qui peut se faire cibler, etc. Donc voilà, un peu la défense, je pense qu'on est globalement sur un défenseur plutôt négatif la majorité du temps chez Doncic, alors que pour le coup, dans les contextes d'avant, de l'Eurobasket, donc avec la Slovénie, ou même au Real Madrid, c'était pas si mal que ça. Et c'est peut-être un peu regrettable qu'on ait juste l'aspect cerveau et compréhension collective de la défense qui parfois revient, mais pas des tonnes. Donc bref, voilà pour Doncic. On est peut-être passé un peu vite sur certains points, mais pas besoin de réinsister sur le pull-up, j'ai déjà fait longtemps, sur le passing, etc. C'est un des meilleurs joueurs de NBA. Et
toujours ce truc pour moi de j'attends le step supplémentaire, j'attends le bond d'efficacité avec peut-être une meilleure sélection de tirs, une meilleure optimisation aussi, peut-être, je ne sais pas, et des titres désormais pour la validation, pour certains, il faut des titres, donc on attend ça. Bref, donc voilà pour Luka Doncic, j'espère que ça vous aura plu, on se dit à demain pour un prochain Origine de Star.